Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et tout d'abord laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 si tant est que ce soit la première vidéo que vous regardez cette année, ou même si c'est la première année que vous regardez en 2026, même si je vois pas très bien l'intérêt de la regarder en 2026, mais sait-on jamais, vous faites bien ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, comme chaque année, je vous propose une petite vidéo en début d'année pour vous proposer un petit peu le classement très subjectif des jeux que j'attends le plus pour la nouvelle année. Attention, ce sont des jeux uniquement qui viendront sur les plateformes de financement participatif telles que Kickstarter, GameFound et compagnie. Je parle assez peu de jeux qui sortent directement en boutique en règle générale. Du coup, cette année, je vais me limiter à 10 jeux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus de 10 en réalité. Parce qu'il y aura bien sûr des mentions honorables. En fait, j'ai pris environ une cinquantaine de projets d'ores et déjà annoncés pour l'année qui vient de commencer, sur GameFound, Kickstarter, Ulule, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, BackerKit, et quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et du coup ensuite j'ai fait un petit classement. Alors comment ai-je fait ce classement, me demanderez-vous peut-être, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui aiment faire des classements, moi j'aime bien faire des classements. Je l'ai fait via PubMeeple, qui est un site qui vous permet justement de classer différentes choses telles que des jeux de société comme vous le voyez ici. Et du coup à partir de là, il vous propose des duels entre deux jeux. Pour savoir un petit peu ce que vous préférez à chaque fois. Et à la fin, une fois que vous aurez accompli, ça dépend de combien de jeux que vous aurez entré dans votre comment dire, ranking, dans le ranking engine, mais en gros ça vous prendra, je sais pas, entre 50 et 100 rencontres entre deux jeux pour faire un classement final. C'est pas exactement idéal comme outil, parce qu'il y a certaines confrontations qui n'arrivent jamais, mais bon, il y a quelques petites retouches qui peuvent être faites manuellement suite à l'opération, pour affiner un petit peu le classement, ce que je me suis autorisé à faire bien évidemment. Du coup, je vous l'ai dit, 10 jeux, mais avant ça, d'abord une petite série de mentions honorables, et puis également quelques jeux qu'on ne citera pas. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai fait quelques petits groupements d'onglets ici. Je ne citerai pas les extensions et les reprints, donc je vais juste les mentionner rapidement, mais ils ne seront pas parmi les jeux les plus attendus de cette année. Donc il y a l'extension de Age Contrived, Folklore and Pilgrimage qui arrive. Une première campagne l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, qui s'était relativement bien passée pour Bellows Intent, donc l'éditeur de An Edge Contrived, qui a une super DA, un univers qui avait l'air d'être vraiment cool, même si le jeu a l'air d'être très froid et finalement assez démuni de véritables thématiques en réalité. Tiens, Kickstarter est repassé en japonais, bon c'est pas très important, voilà ça ici, et donc voilà, An Edge Contrived, non je suis retourné sur la page de la nouvelle campagne. La première campagne, donc ici, avait fait quand même près de 5000 backers à l'époque, donc c'était vraiment une belle campagne qui s'était bien soldée. Les retours sont un peu moins flamboyants aussi, c'est une des raisons qui font que je m'intéresse assez peu finalement à cette nouvelle extension, parce que les retours sont quand même pas dithyrambiques, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, on est à moins de 7 sur BGG, mais bon, BGG, le classement ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas forcément grand chose, on sait qu'il y a du review bombing, etc. Bon, ça va prendre avec des grosses pincettes, mais bon, sachez-le pour ceux qui ont backé le jeu de base en fait, et qui l'ont apprécié, il y a donc une extension qui arrive prochainement avec Folklore and Pilgrimage. Autre extension ou réimpression qui arrive, c'est Distilled. Vous avez donc Distilled, jeu de base, voilà, ici, qui est sorti d'ailleurs chez Matago, si mes souvenirs sont bons, en VF, qui lui pour le coup a une très belle note sur BGG, et qui nous revient avec Distilled Cocktails. Alors c'est pas un standalone, hein, c'est une extension pour Distilled qui vient rajouter un petit peu de nouvelles recettes, avec donc des cocktails cette fois-ci. La page de la campagne, je crois, n'est pas encore sur Kickstarter, si mes souvenirs sont bons, donc du coup je n'ai que la page BGG à vous montrer, mais sachez que la campagne devrait arriver dans la première moitié de 2025 si tout se passe bien. Je crois même qu'il y a une date officielle mais que j'ai un peu oublié entre temps. Autre extension qui arrive bientôt, c'est celle d'un jeu français, pour le coup, si là... voilà, ça vient, c'est bon, ça marche. Alors, donc, l'extension pour Explorers of the Woodlands, jeu français de Geoffrey Wood, même si son nom peut laisser penser qu'il est anglophone, mais en fait, bien qu'étant anglophone, il est français si mes souvenirs sont bons. Et donc c'était aussi chez Matago, je crois, Matago and Friends. Il avait fait une très belle campagne à l'origine sur Kickstarter, et donc il s'apprête à lancer l'extension Wild Scale Swamps, donc l'extension qui vient enrichir un petit peu le jeu de base, qui avait très bien marché, enfin bien marché pour un primo-éditeur, en tout cas c'était pas un résultat extraordinaire non plus, on était à quoi, 3000, c'est quand même un très bon résultat.
qui était une sorte de dungeon crawler mais plus familial, donc une entrée de gamme pour ce qui est du dungeon crawler avec des DA très mignonnes qui rappellent un petit peu Ghibli d'ailleurs parfois, le studio d'animation japonaise, avec des petits personnages légèrement asymétriques, etc. Donc c'était vraiment très choupi, ça avait bien marché, même si une fois le jeu arrivé chez les backers ou en boutique, on n'en a plus tellement entendu parler d'ailleurs. Et du coup, il revient avec une extension, Wild Scale Swamps, une nouvelle façon d'aller explorer un petit peu l'univers de Explorers of the Woodlands. Ce sera aussi pour février, si mes souvenirs sont bons. C'était pas écrit quelque part d'ailleurs, si ici, voilà, février, voilà, 4 février 2025, donc très prochainement, l'extension pour Explorers of the Woodlands. Autre, c'est pas une extension pour le coup, c'est un reprint, c'est Escape from Stalingrad Z, qui pour le coup a une excellente note sur BGG, 8.3, avec quand même pas mal de notes malgré tout, donc plutôt gage de qualité on va dire, même si c'est toujours encore une fois à prendre avec des pincettes, mais Escape from Stalingrad Z revient cette fois-ci sur GameFound, avec Reloaded, donc une nouvelle campagne de réimpression, mais alors c'est pas pour tout de suite dans 100 jours, donc plus de 3 mois. Donc on sera certainement en avril, ou on sera certainement en avril, même plus que certainement, on sera en avril pour cette nouvelle campagne de Escape from Stalingrad Z, toujours dans un univers zombie, mais zombie deuxième guerre mondiale, donc assez fantasy tout ça, mais très sympa, et le jeu a de très bons retours, donc c'est amateur de jeux coop, avec du zombie, mais dans un esprit un petit peu Wolfenstein pour ce qui est du jeu vidéo, avec des zombies nazis quoi, ça peut être ma foi assez fun. Donc voilà pour ce qui est de Escape from Stalingrad Z, qui est déjà attendu par près de 1750 personnes à l'heure où je m'enregistre. Donc ça c'était pour les extensions et les reprints. Ensuite, quelques-uns dont je ne suis pas persuadé de la date de sortie, on l'avait déjà mentionné parmi les jeux attendus l'année dernière, et finalement on n'a pas eu de nouvelles pendant très longtemps, c'est Daimyo Battle for Japan, donc l'éditeur Stone Sword Games qui est derrière Senjutsu, qui est aussi sorti chez Matago finalement assez récemment, qui a une assez bonne note sur BGG, mais là on est sur un jeu bien plus consistant, bien plus expert, et radicalement différent. Ce n'est plus un jeu de duel, c'est un jeu avec du contrôle de territoire, du guerroiement, voilà, ça va être un peu plus violent. Quoique Senjutsu c'est déjà un jeu de combat, donc c'est déjà violent, mais bon, vous aurez compris. Et donc Daimyo Battle for Japan, on n'a pas tellement de nouvelles récemment, donc est-ce que ce sera véritablement en 2025 ? Je vais pas trop m'aventurer et dire que non, peut-être pas, on verra bien, mais je vous dirais moi que, en tout cas de mon côté, je l'attends un petit peu moins qu'il fut un temps, parce que voilà, la hype passe un petit peu. Après tout, on reste sur un système, donc Kickstarter, GameFound, qui se base beaucoup sur l'instantanéité en fait, hein. On back aussi parce que actuellement il y a la campagne en cours et c'est le FOMO qui parle également. Et donc du coup, comme on n'entend plus tellement parler de Daimyo, je prends un petit peu de recul foncièrement sur ce jeu-là, même si je le surveillerai avec attention malgré tout lorsque la campagne arrivera, si elle arrive, sur Kickstarter ou sur GameFound d'ailleurs, je ne sais pas. Ensuite, même chose pour Diablo. Alors est-ce que ça viendra en 2025 ? Pas sûr du tout, parce que c'est le prochain jeu, c'est un des prochains jeux de Glass Cannon Unplugged, cet éditeur qui s'est spécialisé dans les licences de jeux vidéo, donc les portages de jeux vidéo en jeux de société, à qui l'on doit désormais Frostpunk, mais également Apex Legends ou plus récemment Dying Light. Frostpunk, c'est vraiment le truc qu'ils avaient fait connaître sur Kickstarter avec un très beau résultat. Bon, en même temps, c'était un jeu qui ne demandait qu'une version en plateau, très clairement. Apex, c'était pas forcément le cas. Dying Light, c'était encore moins le cas, donc ils prenaient vraiment plus de risques. Et cette fois-ci, ils vont s'aventurer sur Diablo, qui est quand même une légende des jeux vidéo. Donc c'est un peu casse-gueule, et pourquoi je dis que c'est pas forcément pour 2025, parce que vous l'aurez peut-être entreaperçu ici, mais il y a aussi un autre jeu, Don't Starve, qui lui aussi est un jeu vidéo à la base, qu'ils vont faire en premier avant de s'occuper de Diablo. Donc à mon avis, on va peut-être pas dépasser 2 grosses campagnes la même année chez Glass Cannon Unplugged, donc à mon avis Diablo sera peut-être plus 2026, à moins qu'ils ne sortent directement en boutique, mais j'en doute un petit peu quand même, c'est pas leur modèle économique habituel. Voilà, pour ceux qui voudraient en apprendre plus, il y a aussi le site de Glass Cannon Unplugged qui vous présente un peu plus de détails sur Diablo, qui sera apparemment le jeu de société, mais également le jeu de RPG, qui sera aussi disponible en même temps, donc certainement durant la même campagne, a priori.
Et donc oui, campaign launches, donc oui, il y aura bien une campagne de financement quoi qu'il arrive. Donc ça c'était pour Diablo. Et puis enfin, autre jeu qui était présent dans mes jeux attendus de 2023 et 2024, et pourtant il n'est toujours pas sorti, et franchement là je crois que le projet est plus ou moins enterré. D'ailleurs ils avaient fait un topic sur BGG pour le dire, que bon, c'était voilà, postponed indefinitely, donc ce serait repoussé à quelque temps, on ne sait pas exactement quand, sur une durée indéfinie, on n'entendrait pas plus parler de Sankokushin 5 Sacrifices, qui promettait un truc vraiment intéressant. Bon, pour l'instant, le projet est un peu enterré. Est-ce qu'il ressortira de terre un de ces jours? Rien n'est moins sûr. Je garde un petit œil quand même sur le projet, parce que ça va être assez intéressant, même si la DA était assez particulière. Voilà donc pour ce qui est des jeux que je mentionne rapidement, pas comme mention honorable, mais juste parce que je vous explique pourquoi ils sont pas dans le classement, et est-ce que même ils seront présents sur Kickstarter Game Fund. Ça c'est même pas sûr pour ceux que je viens de mentionner, pour ce petit point d'interrogation 2025 ou pas, on verra bien. Maintenant, je vais entrer dans la catégorie des mentions honorables, et je vais essayer d'aller assez rapidement pour essayer de rester sous l'heure de vidéo, en sachant pertinemment que je ne réussis jamais à me tenir à, comment dirais-je, à la durée de vidéo que je projette. Donc, les mentions honorables, il y en a un petit paquet, mais vous inquiétez pas, c'est juste qu'en fait, à chaque fois, il y a l'onglet BGG et l'onglet Kickstarter ou Game Fund. Alors d'abord, on a Falling, un projet japonais qui nous vient de Sunnybird, qui est un éditeur d'ailleurs de Osaka, de la ville où nous habitons Xavier et moi-même, qui a pondu quelques jeux jusqu'à présent, mais qui s'est plutôt installé comme un éditeur qui fait des localisations, comme vous le voyez ici avec Marvel United ou QE par exemple, mais de temps en temps, ils sortent aussi leur propre projet, et c'est le cas avec Falling, un jeu dans lequel des tours vont venir s'effondrer au fur et à mesure de la partie, vous ne pourrez plus les utiliser, etc. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 90 à 120 minutes, donc ça se veut être un jeu initié, on va dire, sans aller sur de l'expert malgré tout. Il est déjà un petit peu attendu, on voit qu'il y a quand même 1000 followers sur la page Kickstarter actuellement, et ça devrait débarquer sur Kickstarter dans pas trop longtemps, il me semble que c'était peut-être février ou mars, j'ai un petit peu oublié la date, et en plus de ça, les artworks, la direction artistique de manière générale sera assurée par un mangaka, donc un artiste de manga professionnel du milieu. Du coup ça apporte une petite patte artistique assez sympatoche, qui là encore une fois rappelle un tout petit peu certaines œuvres de Ghibli. Donc voilà pour Falling, qui allait être assez charmant. Reste à voir si, dans les faits, en termes de gameplay, ça vaudra le coup. Ça a l'air d'être sympa sur le papier. Le peu qu'on en voit laisse présager un truc assez solide, assez porté sur initié plus, pas trop loin d'être expert peut-être. Mais bon, c'est difficile à dire pour l'instant en tout cas. Voilà donc pour Falling. On continue avec Gran Fondo, Tempo Tactic Kettenfeld. Donc j'imagine que c'est un jeu allemand, Runner Games, jeu de cyclisme. Alors je suis pas du tout versé dans le cyclisme, mais vous le savez, Xavier et moi-même, on adore Flamme Rouge, qui nous a presque réconciliés avec le cyclisme, même si je regarde toujours absolument pas, mais quand même, Gran Fondo, quand on nous parle d'un jeu qui justement part dans cette même veine que Flamme Rouge, à savoir du jeu de cyclisme qui se veut être relativement réaliste avec des circuits divers et variés, même si pour le coup c'est pas des pièces façon puzzle comme dans Flamme Rouge qui vous permettent d'imaginer plein de circuits différents. Ça reste malgré tout intéressant, et en plus là vous aurez pour chacun des joueurs, donc ici on voit le bleu, jaune, violet, rouge, vous aurez 3 coureurs cette fois-ci, donc un sprinter, un spécialiste de montagne, et puis j'imagine un mec un peu plus versatile peut-être, mais vous contrôlez toute l'équipe des coureurs, donc c'est un peu plus intéressant de ce point de vue là peut-être. Flamme Rouge on était limité à 2. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 60 à 120 minutes, et 10 ans et plus, donc vraisemblablement quelque chose de relativement léger et accessible, et ce sera dans 23 jours sur GameFound, donc à la fin du mois de janvier. On a un petit peu plus d'informations justement sur la page GameFound, y compris justement le fait que le français sera bel et bien disponible durant la campagne, et ça, ma foi, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour Gran Fondo, qui arrive assez rapidement et qui compte déjà 1500 abonnés à la page de pré-campagne sur GameFound, ce qui est pas rien pour Runner Games, dont c'est je crois, le premier projet, en tout cas le premier projet sur GameFound. Peut-être qu'ils en ont fait d'abord sur Kickstarter, mais je ne pense pas. Donc à vérifier, on verra bien pour Gran Fondo. Je suis un petit peu titillé malgré tout par la perspective de cette petite campagne.
Ensuite, on a aussi Habemus Papam, le nouveau jeu de Salt and Pepper Games, éditeur espagnol à qui on doit pas mal de petites campagnes super intéressantes sur GameFound. Il s'était d'abord lancé avec Resist, petit jeu solo, avant de lancer un autre solo un petit peu similaire avec des sorcières. C'était pas Witches, je sais plus exactement. Et ensuite, ils font pas mal de localisation aussi, mais vous allez voir sur la page GameFound, Up, Salt and Pepper, vous allez voir les autres projets qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Il y en avait certains qui étaient vraiment intéressants. Witchcraft, c'est celui que je cherchais tout à l'heure. Conservas, The Hunt, qui a l'air d'être assez cool aussi pour le coup. Il y a aussi Onoda, plus récemment, que j'avais montré aussi dans le menu crowdfunding, bien évidemment. Donc, pas mal de projets intéressants, je mâche mes mots. Operation Barkley avait l'air d'être très très cool aussi. La DA me plaisait beaucoup. Bon, je l'avais pas pris finalement parce que les frais de port sont souvent assez chers, alors que les jeux eux-mêmes le sont pas tellement. Donc pour ce qui est de backer, c'est un petit peu relou. Enfin, cher pour moi parce que je suis au Japon, hein. C'est peut-être pas la même chose pour vous qui êtes en France, c'est beaucoup plus abordable. Et donc du coup, là, cette fois-ci, ils reviennent sur GameFound avec Habemus Papam, qui, comme son nom l'indique, bien sûr, va vous plonger dans l'élection d'un nouveau pape. Et ça, du coup, en termes de thématique, c'est super intéressant. J'ai jamais vu ça pour l'instant en termes de thématique dans un jeu de société. Et rien que pour ça, je trouve ça, le projet, vraiment très 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 intéressant. Est-ce que c'est le premier jeu de Francisco Gradai? Je sais pas, non. Il avait bossé sur Plantagene, Cuyus Reggio et Onoda. Ah, d'accord. Onoda, ok, je connais. Les autres, non, pour le coup. Mais donc, à suivre, parce que vraiment, la thématique est assez intéressante. Et puis, la DA est plutôt charmante en plus. 1500 personnes suivent déjà le projet sur la page de pré-campagne, sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais vous le voyez, contrairement à d'habitude, Salt and Pepper qui nous fait beaucoup de solo et de jeux de duel, là pour le coup c'est pour 3 à 6 joueurs pour une durée de 1 heure, jeu de stratégie avec du contrôle de territoire, compétitif bien évidemment, puisque j'imagine en tout cas que chacun autour de la table va essayer d'être le nouveau pape, hein, certainement. Donc à surveiller, Habemus Papam. Ensuite, on a aussi Ozob, alors là pour le coup je le place surtout pour les spectateurs de la chaîne plus que pour moi, parce que vous savez que je ne suis pas trop un amateur de jeux en campagne, mais celui-ci a l'air d'être relativement intéressant. Cyberpunk Board Game, bon, la note, ne la prenez pas en compte, il n'est pas sorti, donc ça veut absolument rien dire, donc il y a très très peu de notes, certainement des joueurs qui ont pu tester le jeu en bêta, quoi, en prototype. Mais on vous propose ici une expérience cyberpunk en campagne, mais pas seulement. Et c'est aussi pour ça que malgré tout, je pense qu'il faut s'y intéresser, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, Xavier et Nix en ont parlé assez récemment dans l'émission qu'on avait faite fin décembre. Beaucoup de gens sont lassés des jeux en campagne, parce que on est un peu prisonnier d'un jeu quand on commence la campagne, c'est difficile de réunir tous les joueurs à un timing suffisamment fréquent pour pouvoir vraiment garder l'immersion sur le long cours, ça nous empêche de sortir d'autres jeux, etc. Et du coup, il y a de plus en plus d'éditeurs qui commencent à sortir des jeux qui certes ont une campagne, mais qui ont aussi du one-shot. Et là, vous le voyez ici, hein, that you can play either in single missions or in 3 short campaigns. Donc vous pouvez sortir des jeux en mission, donc en one-shot, simplement, ou avec des courtes campagnes que vous pouvez aussi enchaîner avec un côté plus narratif pour le coup. Donc un peu plus versatile qui pourrait correspondre à plus de groupes de joueurs potentiellement. Et là, on est sur un premier projet, je crois, pour Nonsense Creations. Ouais, premier projet. Et il y a déjà masse de personnes derrière, hein, 6300 personnes qui suivent la page de pré-campagne pour Ozob. Oui, je sais que la consonance est pas très élégante quand on est francophone. Ozob, ça fait un peu Podzob, etc. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas moi qui décide le titre. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 90 minutes la partie, et on est sur un jeu donc cyberpunk, un peu horreur, survival, machin, coopératif, en multijoueur comme en solo, et avec une campagne, mais vous n'êtes pas obligé d'y jouer en campagne non plus. À vous de voir la façon qui vous correspond. Alors qu'il y a un élément de la campagne qui n'a pas chargé sur mon PC, donc on va être recharger un petit peu la page pour que vous ayez un peu plus d'illustrations, mais de toute façon, je pense pas passer beaucoup plus de temps, mais voilà, vous voyez que en termes de présentation, de présence sur table, ma foi, ça présente plutôt pas mal, avec plusieurs personnages asymétriques, assez déjantés, assez décalés, avec des jolis petits plateaux double épaisseur, on va mettre peut-être triple épaisseur, donc voilà, le jeu a l'air d'être assez prometteur. À suivre pour Ozob. Ensuite, on continue avec The Chronicles of Berg. On part dans un univers complètement différent pour le coup. Autre jeu qui lui aussi sera sur GameFound.
pour 2 à 5 joueurs, pour des parties assez longues, 90 à 180 minutes, ça fait quand même 1h30 à 3 heures la partie, jeu dans lequel on va simplement essayer de gravir une montagne. Pourquoi? Parce qu'elle est là, tout simplement. Dans un univers un petit peu féerique. Et première chose qu'on remarque, c'est que la DA est vraiment très très belle pour le coup, hein. Je suis assez fan de la proposition artistique de Chronicles of Berg, je me répète plusieurs fois, mais vraiment, ça me rappelle un petit peu certains trucs de Ghibli, là aussi. Par contre, je suis assez étonné quand on voit quelques éléments, pas tous, mais quelques éléments du matériel. Si ça, c'est la montagne qu'on cherche à gravir, vous m'expliquez comment ça dure 3 heures, potentiellement. Parce que ça n'a pas l'air si long que ça. Mais bon, je connais pas suffisamment le jeu pour en parler dans le détail. Sachez juste qu'il y aura donc du route planning, donc on va essayer de choisir les différentes routes qui pourraient nous mener vers le sommet de manière plus efficace. On aura aussi du deck building, et aussi quelques petites décisions avec, comment dirais-je, un semblant de narration pour ajouter un petit peu plus d'immersion au jeu. Tout ça a l'air d'être assez prometteur, puis visuellement je trouve que le jeu a vraiment un charme incontestable. Il sera sur GameFound pour le coup, où il y a assez peu de gens qui surveillent pour l'instant, mais à mon avis c'est un jeu qui mériterait un poil plus d'attention. Donc on verra bien ce que donne The Chronicles of Berg. On continue pour les mentions honorables avec Tomb Raider, The Crypt of Chronos. Alors bon là, depuis 5, 6, 10 ans, les licences de jeux vidéo qui sont portées en jeux de société, il y en a de plus en plus, je ne vous apprends rien. Mais celle-ci est quand même particulièrement attendue. On savait que ça allait arriver un jour. Tomb Raider, c'est quand même particulièrement vendeur, surtout pour les gens de notre génération, plus ou moins, Xavier moi-même, hein, donc entre 30, 40, 50 ans. Beaucoup de gens se sont fait les dents sur les premiers Tomb Raider sur console. On était tous ou moins, non, ça veut rien dire. Tous plus ou moins, j'arrive pas à parler. Tous plus ou moins amoureux de Lara Croft quand on était jeune, bien évidemment. Et donc elle débarquera via Iconic Studios sur Kickstarter avec déjà 6157 abonnés à la page. Bon, bien sûr, jeu d'aventure, ça je ne vous apprends rien, c'était un petit peu couru d'avance. Ce sera jouable en solo, mais pas uniquement, c'est jouable pour... c'est marqué un joueur ici, mais sur la campagne c'est 1 et plus. Vraisemblablement ce sera pour du 1 à 4, j'imagine, en tout cas ce serait comment dirais-je, la configuration habituelle, on va dire. Et du coup, on a certainement sur un jeu avec de la campagne aussi, parce qu'on voit des durées de partie à 20 à 180 minutes. Là, pour le coup, comme c'est une mention honorable, que je n'entends pas grand-chose personnellement, j'ai pas checké vraiment dans le détail pour voir s'il s'agissait d'un jeu en campagne ou non. Bon, vous checkerez éventuellement si ça vous intéresse. J'imagine qu'il y aura du français, parce que bon, quand même, Tomb Raider, c'est quand même très très connu, très très... populaire pour bien des joueurs des années 90-2000, et on vient donc de Iconic Studios qui se sont spécialisés eux aussi dans des licences préexistantes, pas forcément de jeux vidéo. Ils avaient fait They Live, ils avaient fait aussi Saw The Jigsaw Trials, donc la licence cinématographique du même nom. Ensuite, on a aussi Baghdad, The City of Peace, le prochain projet de Alicat Games, qui a pondu pas mal de campagnes sur Kickstarter ces dernières années, parfois avec des très bons jeux d'ailleurs, notamment un qui était paru en VF chez Pixie, c'était pas Arborea, mais un truc comme ça avec des arbres, c'était très très coloré façon Bitoku. C'est ça, Arborea d'ailleurs, Arborea. Qui a l'air d'être très cool. Kalimala avait l'air d'être assez cool en plus aussi, avec Fabio Lopiano et la direction artistique de Yann O'Toole. Et Last Dream, j'avais moins surveillé, ça me parlait moins. Autobahn avait plutôt des bons retours aussi. Dive Theme Park. Bon, il y a quand même pas mal de jeux qui ont fait parler d'eux, qui ont une certaine popularité. Donc c'est un éditeur à suivre, qui fait aussi des localisations d'ailleurs. Mais là, pour sa prochaine création originale, ce sera donc Baghdad, The City of Peace. Donc la page de pré-campagne est déjà disponible sur Kickstarter avec 2108 abonnés. Ce sera un jeu pour 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes la partie. Donc c'est l'œuvre de Fabio Lopiano à nouveau et Nestore Mangone, donc quand même deux auteurs de renom. Et du 3.0 en termes de complexité, donc un jeu, on va dire, initié, voire initié plus, avec une belle présence sur table, hein, du peu qu'on peut en voir, ça va être assez charmant, assez riche. Donc j'attends d'en apprendre plus concernant Baghdad, The City of Peace. On enchaîne avec Iron Core qui arrive très très bientôt sur Kickstarter, dans 5 jours au moment où je m'enregistre, donc certainement dans 4 ou 3 jours lorsque vous regardez cette vidéo. 3500 abonnés pour un primo-éditeur, c'est un primo-éditeur grec, je crois, Magister Games, il me semble me souvenir que c'était grec, oui ça c'est grec. Et avec donc un jeu
pour 1 à 4 joueurs en sandbox, donc en bac à sable, dans un monde post-apocalyptique et dystopique, pour des parties d'environ 120 minutes, avec de la gestion de ressources, un jeu compétitif qui vous propose aussi de l'exploration, avec également une facette solo, et surtout une DA vraiment unique, et qui est l'œuvre d'un artiste peintre qui a peint absolument tout à la main, vraiment donc très 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 cool. En termes de propositions artistiques, le jeu envoie du pâté. Vous aurez d'ailleurs plus d'images disponibles sur la page BGG, si vous voulez voir un petit peu plus de contenu, de présence sur table, ma foi, le jeu a l'air d'être vraiment sympa, avec pas mal de factions asymétriques aussi, on voit du plateau double couche, donc on est déjà sur un jeu pas mal deluxifié. Reste à voir la proposition qui sera faite sur GameFound, combien ça coûtera, etc. Mais sur le papier, ma foi, Iron Core, ça a l'air d'être assez sympatoche. Ensuite, on continue les mentions honorables avec Tales of Myth and Legend, qui est l'œuvre de Van Ryder Games. Van Ryder Games qui est aussi assez connu du milieu, c'est eux qui étaient derrière par exemple Hostage Negotiator, donc négociateur d'otages, ou Final Girl, c'est ça je crois que c'était ça, Final Girl, ce jeu solo assez connu, assez populaire. Ouais, c'est ça, Final Girl. Aussi Detective Saints and Sinners par exemple. Ils font aussi pas mal de trucs comme ça, de graphic novel. Ça me parle un petit peu moins pour le coup. Mais donc ils nous reviennent avec cette fois-ci Tales of Myth and Legends, où on part cette fois-ci dans la Grèce antique, qui est une thématique vue et revue, mais qui garde malgré tout un certain charme. Ce sera en plus de ça Miguel Coimbra au pinceau, donc on sait que artistiquement, ce sera plutôt très joli. Ce sera pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes. C'est un jeu compétitif sur la mythologie, bien sûr, avec de l'exploration, apparemment de l'aventure. Il y aura aussi un mode solo. Sur la page de GameFound, on apprend pas beaucoup plus, donc on va passer assez rapidement. Vous pourrez en avoir un poil plus d'informations sur les mécanismes ici, avec pas du contrôle de territoire, mais du mouvement sur une map. On pourra aussi avoir différents dieux qui viendront entrer dans la partie, qui viendront chambouler un petit peu les événements, bien évidemment. Vous pourrez contrôler un héros, il y aura certainement un petit peu d'asymétrie là-dedans. Et il faudra donc essayer de tirer son épingle du jeu, bien évidemment, face à nos adversaires. Voilà pour Tales of Myth and Legend, que j'attends un petit peu, mais sans plus malgré tout. Ensuite, Lords of the Rings, j'ai mis un S qui n'existe pas, Lord of the Rings, The Confrontation. Alors pourquoi je vous parle d'un jeu de 2005? Eh bien parce qu'en fait, il aura droit à une version anniversaire en fait. Hein, c'est 2005, 2025, automatiquement 20 ans, il faut célébrer ça. Et du coup, eh bien ce sera Ghost Galaxy qui s'en chargera, The Confrontation Ultimate Edition. Déjà 26 000 presque personnes qui suivent la page de pré-campagne sur GameFound, avec une belle couve. On voit que la direction artistique est vraiment très très cool pour le coup. Et ne vous laissez pas prendre par cette énorme quantité de personnes qui suivent la campagne, par l'univers derrière qui promet un truc énormissime. Non, The Confrontation, c'est tout petit, très très court. En fait, c'est pour 2 joueurs, c'est pour 20 minutes la partie. Donc c'est un jeu extrêmement court, extrêmement ténu, et du coup, ne vous attendez pas à un truc narratif, avec une campagne super longue, etc. Non, c'est un petit jeu de Rainer Knizia, qui a déjà 20 ans, mais qui revient pour une édition anniversaire, qui à l'origine était pas un jeu très 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 joli, vous en conviendrez, hein, c'était même un petit peu moche, mais bon, ça a vieilli, quoi. Comme beaucoup d'autres jeux, il y avait certaines choses un peu moins vilaines, mais quand même globalement c'était pas très 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 bon. Et donc on espère que cette nouvelle version de Confrontation, donc Ultimate Edition, apportera un vrai coup de ravalement de façade visuel, parce que le jeu le mérite certainement, hein. C'est un jeu quand même 7.5 pour un jeu qui a 20 ans, qui n'était pas sorti sur des plateformes de financement participatif évidemment, c'est plutôt une très très bonne note. D'ailleurs, il est quand même 501 au classement général de BGG, ce qui est quand même pas si mal pour un jeu qui a 20 ans. Donc à suivre. Pour Lord of the Rings, The Confrontation Ultimate Edition. On est presque arrivé à la fin des mentions honorables avec donc Blasphemous, encore une adaptation de jeu vidéo en jeu de société. Ce sera le nouveau jeu de Ludus Magnus Studio, qui ont un sacré backlog maintenant. Hein. Ils ont 3, 4, 5 jeux qui ne sont pas encore livrés. Donc ça commence à inquiéter pas mal de monde, mais on sait que derrière, la qualité en termes de gameplay est quand même apparemment assez au rendez-vous, si on en croit notre très cher confrère Nyx, en qui j'ai toute confiance. Donc
certainement que ce sera le cas à nouveau, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la santé et la viabilité des projets de Ludus Magnus Studio. Il y a quand même 16 000 personnes qui suivent le projet à l'heure où je vous parle quand même. Il y aura une VF, et il reste 51 jours avant que la campagne ne se lance, donc probablement fin février, début mars, j'ai pas envie de faire le calcul de tête, mais donc encore une fois, adaptation de jeux vidéo, il me semble que c'était du hack and slash, donc enfin un jeu d'aventure où vous allez bousiller plein d'ennemis qui apparaîtront de manière un petit peu aléatoire. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 16 ans et plus, pour 80 minutes. Je crois que c'est du semi-coop, si mes souvenirs sont bons. 1 à 4 joueurs, c'est compétitif, mais je crois qu'il y a un élément de semi-coop là-dedans, avec des personnages asymétriques. J'ai un petit peu oublié, parce que j'ai préparé l'émission il y a quelques jours déjà, et comme j'ai une mémoire digne d'un... comment dirais-je, d'un stade final d'Alzheimer, j'ai un petit peu oublié entre temps, mais il me semble qu'il y avait une facette semi-coopérative là-dedans, à savoir qu'on va tous œuvrer dans le même but, mais qu'il n'y en a qu'un seul qui l'emportera au final. Mais bon, je suis pas à l'abri de dire une connerie en mélangeant différents projets les uns avec les autres, on verra bien. Mais en tout cas, encore une fois, de très belles miniatures qui ont l'air d'être assez qualitatives, qui sont mis en avant ici dans la campagne. Ah, il y a des boobs aussi, bon, pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a un Minotaur, il y a quand même pas mal de choses assez classe en termes de mini, elles ont l'air vraiment très bien détaillées, assez jolies, donc à voir, l'univers me plaît bien, je pense pas que c'est un jeu pour moi à la base, certainement pas un jeu pour moi, mais je le surveille parce que Ludus Magnus Studio, belle DA, univers qui me plaît bien, même si c'est un jeu que je ne me verrai pas backer. Voilà pour Blasphemous, The Board Game. Ensuite, on a également... tiens, j'en ai zappé un que je viens d'effacer en faisant une connerie, je crois. Non, pas grave. Ibris, Twilight in Olympus. Alors, je sais que ça va crier dans les chaumières. Comment ça, Ibris est pas dans le top 10? Oui, en fait, je m'abstiens de trop checker Ibris, Twilight in Olympus, parce que j'ai backé le all-in de Ibris premier de nom, et il est dans ma pile de la honte. Encore. Depuis un an et demi, je sais plus exactement. Mais ouais. Du coup, j'essaye de pas trop checker Ibris Twilight Olympus parce que je sais que la DA est magnifique, je sais que le jeu a pas mal de mécanismes qui vont me plaire beaucoup, et du coup, comme ça va coûter un bras, j'ai pas trop envie de me jeter dessus comme un mort de faim, alors que clairement, si je sors pas l'aîné, celui-là sortira pas non plus. En fait, l'aîné il sort pas parce qu'il m'a l'air complexe, et que j'ai la flemme, ou j'ai pas le temps parfois aussi de me pencher sur les règles. Je sais que Xavier me proposait de lire les règles pour qu'on puisse faire notre première partie ensemble, mais c'est lui qui potasserait le jeu avant de lancer notre première partie ensemble. Ce qu'on va certainement essayer de faire courant janvier je pense pas, mais février peut-être, on verra bien. Du coup peut-être que lorsque Twilight in Olympus arrivera sur GameFound, peut-être que je m'y intéresserai. Pour l'instant, je m'abstiens un petit peu de me pencher sur son sujet, parce que si je le faisais, il serait certainement dans mon top 10, très clairement. Donc c'est en fait une dernière mention honorable qui devrait certainement figurer dans mon top 10. Mais voilà, pour les raisons que j'ai énoncées, et aussi, et il faut être honnête, parce que moi les mechas, ça me parle pas du tout. Je suis pas du tout amateur de mechas, et je comprends pas très bien le mélange divinité de l'Antiquité grecque et des mechas. J'avoue que le mélange est original, ça je le reconnais aisément, mais ça me parle pas du tout moi personnellement. Donc même si la thématique, le matériel, la DA de manière générale me parle beaucoup, le côté mecha me repousse un tout petit peu plus par contre. Et ce sera certainement très complexe, très long aussi. On voit du 2 à 3 joueurs, ce qui est une configuration assez particulière aussi, pour des parties de 3 heures, donc là encore une fois très long. Donc à suivre, je pense que quand il arrivera sur GameFound, je le suivrai quand même avec fort intérêt, mais pour l'instant, je passe mon chemin. Voilà, donc pour les mentions honorables, c'était déjà assez long, j'en ai bien conscience, mais vous le savez, hein, je fais quand même des vidéos très longues de manière générale, donc je pense que c'est une surprise pour personne qu'après 30 minutes, la vidéo va enfin vraiment commencer pour ce qui est du top 10. Voilà donc pour les mentions honorables, on se lance maintenant dans les 10 jeux que j'attends le plus pour 2025. Allez, c'est après cette très longue, trop longue, me direz-vous, mais vous avez l'habitude, vous connaissez la chaîne certainement. Introduction,
je vais enfin me lancer dans mon petit top 10, encore une fois hautement subjectif comme tous les top 10 que vous voyez, quel que soit le sujet, mais il est toujours bon de le rappeler avant de se prendre des vagues de commentaires me disant que j'ai des goûts de merde ou que je raconte de l'ado parce que j'ai pas mis Ibris dans mon top 10, alors que je vous l'ai dit, en fait c'est un faux top 10, hein. Ibris devrait y être, je m'empêche volontairement de l'y mettre pour pas trop m'y intéresser en réalité, mais c'est un projet éminemment intéressant, bien évidemment. Du coup, en dixième position, j'ai dit pizième, oui j'ai dit pizième, je dis ce que je veux, c'est un nouveau mot. Dixième position, petite surprise j'imagine pour beaucoup de personnes, parce que c'est un projet dont on entend très peu parler en réalité. Il s'agit de Hairband, Hairband qui nous sera proposé par Frown Clowns Games, dont ce n'est pas forcément le premier projet, ils en sont à 3 projets, si mes souvenirs sont bons, je vais ouvrir toute fenêtre, voilà. Hairband, qui est l'œuvre de Pop Art Games sur Kickstarter, mais de Frown Clowns Games sur BGG. Donc est-ce que c'est le nouveau nom de l'éditeur? Je ne sais pas, mais Frown Clowns Games, on leur doit déjà Five Words, que je connais absolument pas, et Joystick Heroes, que j'avais déjà couvert dans le menu crowdfunding lors de sa campagne de financement il y a quelques années de ça. Et donc, est-ce que c'est le même gars d'ailleurs, Dickie Chapin? Dickie Chapin, c'est le même gars que Joystick Heroes, donc éventuellement si vous avez testé Joystick Heroes, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, il est possible que ce soit un petit gage de qualité intéressant. Et donc, Hairband, et ben vous l'avez vu ici avec la couverture, ça vous propose de replonger dans cette époque mythique du rock, du glam rock, du metal, etc. des années 60, 70, 80, j'ai dit metal, c'est plutôt hard rock, glam rock, des années 60, 70, 80, donc une époque un peu dorée, même si bien beaucoup d'entre nous ne l'ont pas connue, on a une forme de nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, ce qui est assez intéressant. Il me semble que ça s'appelle la solastalgie, voilà, petit point de culture, peut-être que c'est erroné, hein, je suis pas sûr de moi, mais je crois que ça s'appelle comme ça, la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. À vérifier. Quoi qu'il en soit, Hairband vous propose donc de incarner un groupe de rock. Vous allez avoir différents membres qui sont tous bien sûr à l'effigie de musiciens extrêmement connus, même si les noms ne correspondent pas, mais ils sont facilement reconnaissables. Et vous allez avoir différentes actions, donc faire des répétitions bien sûr, aller coller des flyers pour faire de la promotion, enregistrer des futurs tubes. Bien sûr, on est dans du groupe de rock'n'roll, donc il y aura du party, il y aura de la soirée, il y aura du sexe, il y aura de la drogue, et puis il y aura des concerts, bien évidemment. On aura aussi des événements qui viendront impacter le cours de la partie, et le premier groupe autour de la table qui réussira à décrocher un contrat avec une, comment dirais-je, comment ça s'appelle déjà, un label major, réussira à remporter la partie avec au cœur du gameplay, du placement de dés, comment dire, la construction de moteurs et de la gestion de ressources. Et moi j'avoue que la thématique assez déjantée autour de la musique, qui en plus de ça est un thème qui me parle pas mal personnellement, moi-même ayant été il y a bien longtemps dans un groupe à Osaka, groupe de rock aussi d'ailleurs, ça me parle quand même pas mal, et vous voyez que 93 abonnés à la page de pré-campagne de Hairband, donc c'est vraiment une petite pépite que je vous ai dénichée un petit peu, enfin pépite c'est un bien grand mot, il faudra maintenant confirmer, voir un petit peu ce qu'il en est en termes de gameplay, est-ce que c'est aussi intéressant que ça en a l'air pour moi en tout cas. On verra bien d'ici quelques temps, j'ai pas de date précise concernant Hairband, mais sur le papier, moi, ça m'intéresse bien. En 9e position, un sujet français ici, enfin un projet français, il s'agit de Boken, Boken qui est un mot japonais, qui veut dire aventure, et il porte bien son nom puisqu'il s'inspire directement des JRPG des années 80-90, autrement dit les jeux de rôle, jeux vidéo de rôle japonais tels que Zelda par exemple. C'est sur Ulule que se lancera la campagne, alors lancement imminent, il me semble que c'était février, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, j'ai plus forcément toutes les dates en tête. Et donc c'est sur Ulule que Boken se lancera. On en a entendu parler pour la première fois il y a déjà un an et demi, je crois. Il y avait eu des discussions autour d'un premier lancement assez rapidement, puis ça avait été annulé, repoussé, pour être plus correct dans mes propos, et donc on devrait avoir Boken sur Ulule très prochainement. C'est pour 1 à 2 joueurs uniquement. Alors par contre oui, c'est un jeu en campagne, vous le savez, moi les jeux en campagne généralement, j'y touche pas avec un bâton, mais bon, inspiré par des JRPG, même si j'étais pas un grand joueur de JRPG jusqu'au collège ou au lycée où j'ai découvert Final Fantasy.
principalement avec le 8. Ouais, j'étais arrivé un petit peu trop tard pour le 7, que j'ai d'ailleurs un peu moins apprécié au final. Mon préféré étant le 10, mais bon, ça, vous vous en foutez un petit peu, c'est juste histoire de discuter un petit peu. Et éventuellement, si vous êtes fan de la licence Final Fantasy, dites-moi ce que vous en dites, lequel est votre épisode préféré, sachant que moi, après le 10, généralement, c'est un peu une pente glissante, je trouve. Hein. Et donc, Boken, pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose, mais le peu qui nous est donné à voir laisse présager plutôt quelque chose d'intéressant, avec en plus de ça, un système de sauvegarde, si je me souviens bien, avec des plateaux magnétiques, un peu aimantés, on va dire, qui permettent de sauvegarder très rapidement. L'ambiance est vraiment très inspirée par le JRPG et ça se ressent et c'est très charmant pour le coup, très coloré, très chiadé. J'ai envie de dire que ça a l'air d'être plutôt lumineux comme aventure. On voit ici quelques fiches, enfin les deux fiches en fait des héros qui seront présents dans le jeu, voilà, les deux qui sont ici, avec j'imagine un petit peu d'asymétrie dans le jeu. On voit ici un petit peu le matos, quand même assez sympa. Pour un petit projet français primo-éditeur, ça a l'air d'être plutôt, ma foi, prometteur. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous en avez apparemment pour 600 à 1500 minutes, pas la partie, mais la campagne, j'imagine, qui sera donc jouable en solo comme en coop. Voilà donc pour ce qui est de Boken, un jeu que je vais surveiller attentivement, même si encore une fois, les jeux en campagne c'est généralement pas mon truc. Là il a l'avantage, bon déjà d'être français et d'être inspiré par le Japon, donc mon cœur de gamer vibre un petit peu à l'unisson de ces deux cultures partagées, et puis au-delà de ça, c'est pour 1 à 2 joueurs, donc bon, jouable en solo bien évidemment, et puis si jamais je décide de ne pas le jouer en solo, c'est à 2, donc bon, j'ai un partenaire tout trouvé en la personne de notre très cher Xavier. Et apparemment, ils lanceront une version anglophone plus tard sur une autre plateforme, certainement Kickstarter ou GameFound, j'imagine. Donc à suivre de très près, Boken. Un morceau de mental. En 8ème position, Formaggio. Et oui, j'entends déjà les commentaires me dire « Mais tu triches, tu as dit tout à l'heure que tu n'intégrerais pas d'extension dans ce top 10 ». Oui, mais Formaggio, si c'est une extension de fromage, eh bien en fait c'est un standalone aussi. Vous pouvez y jouer sans avoir backé au préalable Fromage, qui est donc le jeu de base, et qui vient s'enrichir de Formaggio, mais qui peut aussi être pris à part, sauf que bon, Fromage était bien sûr orienté France, alors que Formaggio, comme son nom l'indique, est plutôt orienté Italie, mais on pourra mélanger les deux. Et donc c'est le nouveau projet de Road to Infamy Games, un éditeur que l'on connaît maintenant assez bien, qui a fait de gros succès sur Kickstarter, avec notamment le très populaire Canvas d'abord, voilà qu'on retrouve ici en plusieurs itérations. Hein. On avait vu le jeu de base, l'extension Reflections, l'extension Finishing Touches, et puis ensuite la Big Box, bien évidemment. Entre temps, il y avait aussi Globetrotting ou Don't Go There qui avait moins bien marché, ça c'est vrai. Le vrai gros hit de Road to Infamy, c'est quand même Canvas, là-dessus il n'y a absolument aucun doute, mais Fromage avait déjà pas mal marché en réalité, il a fait quand même près de 6000 contributeurs pour un jeu un petit peu plus consistant en termes de matos que leur jeu habituel. Un jeu de placement d'ouvriers en simultané avec en fait un plateau divisé en 4 parties, avec des rotations qui vont se faire, et on récupérera ses ouvriers plus tard, etc. Avec un degré de complexité assez moyen, donc relativement accessible malgré tout, avec des durées de partie de 40-45 minutes qui en font un jeu assez facile à sortir. Donc il y avait quand même pas mal d'arguments à faire valoir. À l'époque, en plus de ça, bon, Fromage, bien sûr, quand on est français, ça nous parle un petit peu, mais en même temps, je trouvais le thème quand même un peu kitschos au final, et comme j'étais pas sûr du gameplay non plus, je me suis dit, ouais, Fromage, dans une Kallax en vrai, est-ce que c'est pas un tout petit peu embarrassant d'avoir une grosse boîte avec du frometon dessus? Je sais pas, j'ai pas tellement envie de le tester. Mais alors, du coup, pourquoi se retrouve-t-il dans ce top 10, me demanderez-vous, hein, cette petite extension Formaggio standalone, et bien aussi, d'ailleurs il faut que je retrouve la page de Fromage, parce que sinon je ne pourrais pas vous en parler, Fromage, voilà, ici, parce que les réceptions, les retours sur Fromage sont extrêmement bonnes pour l'instant. On a quand même 1300 personnes qui ont donné une note sur BGG, et la moyenne étant de 7.7, on peut dire que le jeu a l'air assez bon. On sait que le matos, généralement, chez Road to Infamy, c'est plutôt bien foutu. D'ailleurs, on le voit avec les quelques petits meeples assez sympas, donc screen print, avec des plateaux double couche, etc.
Et donc la réception est très très bonne. On va enrichir le jeu d'une extension qui va rajouter encore plus de variabilité et donc de rejouabilité. Pour des parties assez courtes qui en font un jeu qui sort très très facilement potentiellement. Xavier et moi-même, notre profil de joueur fait qu'on a rarement plus de 2 heures, 2 heures et demie devant nous, sauf une ou deux fois par mois le lundi où on se réunit pour une journée totale, où là on sort des trucs un peu plus gros. Mais donc Formaggio, il coche pas mal de cases, et les retours de fromage étaient très bons. Donc pour un jeu qui, au préalable, avait été assez facile à ignorer pour ma part, maintenant il m'intéresse un peu plus que lors de sa première campagne, même si du coup cette fois-ci la thématique est plus italienne que française encore une fois. Et pour rappel aussi, sachez que c'est l'œuvre de Ben Rossett, donc, qui est quand même à l'origine de The Search for Planet X, qui est un jeu qui est très 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 bien aussi noté sur BGG. Je crois qu'il fait peut-être même partie du top 100, ou qui ne doit pas être très très loin, mais en général c'est un jeu qui est très très apprécié également. Donc voilà pour Formaggio, extension / standalone de fromage, que j'attends quand même pas mal. En 7ème position, et vous l'aviez peut-être deviné parce que je l'ai abordé très très brièvement quand on a parlé de Diablo dans les mentions honorables qui viendront peut-être en 2025, mais pour Diablo j'en doute un petit peu très honnêtement, il s'agit de Don't Starve qui prend la 7ème place de ce classement, à l'origine un jeu vidéo auquel je n'ai pas du tout joué. Voilà. Mais bon, Glass Cannon Unplugged, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même un éditeur qui s'est un peu spécialisé, on va dire, dans les portages de jeux de vidéo en jeux de plateau. Don't Starve, apparemment, c'est un jeu qui s'y prêtait plutôt bien. Et du coup, moi-même, n'ayant pas joué à Don't Starve, j'avais toujours quand même surveillé un petit peu du coin de l'œil ce jeu vidéo parce que la DA me parle beaucoup. J'aime beaucoup la DA de Don't Starve, en jeu vidéo en tout cas, et puis du coup ils la reprennent ici pour le jeu de plateau. Et puis, ma foi, je sais que Nyx, lui, a beaucoup joué aux jeux vidéo, apparemment, et qu'il avait beaucoup apprécié, et qu'il avait très très hâte de mettre la main sur le proto de Don't Starve, parce que généralement, ils bossent avec Glass Cannon Unplugged pour leur campagne de financement, donc je pense que lui aura accès au prototype bien avant tout le monde, et qu'il pourra le couvrir pour la sphère francophone, et donc j'ai hâte de voir sa review, parce que j'ai une grande confiance en les opinions de Nyx généralement, parce qu'elles sont très argumentées, et qu'elles sont généralement plutôt, comment dirais-je, neutre dans la recherche du positif comme du négatif. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il en dit. Et même si fondamentalement c'est pas un jeu qui devrait tellement me plaire par les mécaniques qu'il semble mettre en avant, c'est quand même un jeu qui a un vrai charme. Glass Cannon Unplugged a su montrer que par le passé leur campagne faisait mouche. D'ailleurs il y a déjà 35 000 abonnés à la page de pré-campagne de Don't Starve, ce qui est pas rien. Il y a déjà un petit drapeau français, donc ça aussi c'est plutôt très bon signe pour toutes les personnes intéressées. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 60 à 81, donc c'est que le jeu va potentiellement arriver sur la table assez fréquemment, c'est assez facile à sortir, avec un mode coop, comme un mode solo également. Et donc pour rappel, Glass Cannon Unplugged, ils ont sorti par le passé que des projets avec une belle réussite, le premier ayant été Frostpunk, qui avait fait d'ailleurs combien, plus de 10 000 si mes souvenirs sont bons, ouais, presque 19 000 contributeurs à l'époque. En même temps c'était un jeu qui était vraiment, même en jeu vidéo, qui était vraiment fait pour être un jeu société un jour ou l'autre, quoi. Donc gros succès, un peu moins pour Apex Legends. Et puis donc le pari très très risqué de porter Dying Light, le jeu de parcours zombie, en jeu de société qu'ils ont tenté, et ils ont quand même réussi à attirer près de 7500 backers sur le projet, ce qui n'était pas rien non plus. Et donc du coup j'ai très très hâte de voir ce que va proposer Don't Starve dans quelques mois, parce qu'il me semble que c'était février-mars, je crois, pour Don't Starve, à vérifier. Et donc on aura ici un jeu coopératif qui a l'air d'être assez intéressant. Voilà pour Don't Starve. En 6ème position, un projet qui risque d'intéresser pas mal de monde également, il s'agit de Valkyrie Black Orchestra Game. Et le petit sous-titre est particulièrement intéressant, puisque vous le voyez, hein, il vient réimplémenter, si je prends un petit peu l'anglicisme ici, Black Orchestra, qui est un jeu assez populaire, qui est assez méconnu finalement, j'ai l'impression, dans la sphère francophone. Peut-être que la VF est arrivée très tardivement, qu'elle n'a pas fait tellement parler d'elle. Je crois qu'il y en a une, hein, je crois que c'est Matago, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. D'ailleurs, on peut le vérifier ici, tout simplement. Hein, soyons pas bêtes.
Publishers, Matago, ouais c'est bien ça, donc pour la VF c'était bien Matago, et donc c'était un jeu coopératif dans lequel on allait essayer d'assassiner Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est sorti il y a près de 10 ans, c'était pour 1 à 5 jours à l'époque, 90 minutes la partie, un jeu coopératif mais pas tellement complexe en réalité dans les règles, apparemment beaucoup plus dur pour ce qui est de l'emporter, pour ce qui est de remporter une partie là. En revanche, le challenge avait l'air d'être assez élevé, mais les règles en réalité avaient l'air d'être assez accessibles. Et du coup, le seul petit truc, bon, c'est qu'il y a quand même pas mal de hasard apparemment. Moi j'ai pas encore pu tester le jeu, mais j'avais très envie de le tester. Ça fait partie de mes 5-6 Grail Games, comme on dit, ces jeux qu'on surveille du coin de l'œil, qu'on espère pouvoir choper un jour ou l'autre, sans forcément chercher activement à le débusquer quelque part pour 20 000 yens, parce que ça aurait aucun sens. Mais ouais, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester. Et bon, il était un petit peu long. Pas trop long pour nous, 90 minutes, c'est très très bien en réalité, mais un poil long. Il y avait pas mal de chance aussi au niveau des jets de dés par exemple, si mes souvenirs sont bons, c'est de ce que j'avais lu, parce qu'encore une fois je ne l'ai pas testé. Et donc c'est Tabletop Tycoon, ou Victory Point Games d'ailleurs, je sais pas, qui nous revient avec une nouvelle mouture, on va dire, de Black Orchestra, qui est donc Valkyrie, mais cette fois-ci, toujours pour 1 à 4 au lieu de 1 à 5 d'ailleurs, mais pour des parties de 30-40 minutes environ, donc un peu plus ramassé, un peu plus contenu, et on peut imaginer qu'ils ont aussi un petit peu peaufiné la formule pour le rendre encore un peu plus efficace, un peu plus smooth, comme on dirait en anglais. Petit aperçu du plateau que l'on voit ici. Bon, ça a l'air de reprendre quand même pas mal des mécanismes du jeu d'origine, bien évidemment, mais en compactant un petit peu l'expérience, en la rendant un peu plus courte et donc plus facile à sortir également. Le matos c'est pas extraordinaire, pour être tout à fait honnête, c'est relativement classique, on a l'impression d'être devant un jeu qui sort directement en boutique en réalité, mais sur le papier je suis quand même pas mal intéressé par la proposition de Valkyrie, d'autant plus que durant la campagne de GameFound, il y aura aussi accès à Black Orchestra et Black Orchestra Resistance, l'extension de Black Orchestra en fait, tout simplement. Donc ça, ma foi, c'est plutôt tentant, parce qu'il y a moyen éventuellement de se faire un all-in pour ceux qui sont les plus intéressés, sachant qu'il y a quand même 3400 personnes environ qui sont déjà abonnés à la page de pré-campagne du côté de chez GameFound, avec pas mal de détails concernant donc d'abord Black Orchestra et son extension Résistance, bien évidemment, donc 90 minutes la partie, avec un peu plus de contenu en termes de matos, bien sûr, et puis le descriptif de Valkyrie, qui est présenté assez en détail, avec voilà, tous les composants que vous voyez ici déjà. On n'a pas bien sûr tout le contenu de gameplay, les règles précises, etc. Ça va venir en son temps, bien évidemment. La campagne devrait arriver dans pas trop longtemps, qui plus est. Est-ce qu'on avait une date? Non, on n'avait pas encore de date pour celui-ci. D'ailleurs, je le rajoute, j'aurais dû le dire en introduction, qu'il s'agit d'un top 10 des attentes pour 2025. Parmi les projets annoncés, tous ne sont pas annoncés, bien évidemment. En réalité, on pourrait presque dire que c'est un top 10 des attentes pour les 6 premiers mois de 2025, et on en fera certainement un deuxième courant juillet-août pour la deuxième partie de l'année, le moment venu. Et donc ouais, Valkyrie, projet qui m'intéresse pas mal, reste à voir le prix, reste à voir les frais de port pour le Japon qui sont souvent un petit peu épicés, et puis reste à savoir aussi pour vous, ça pourrait vous intéresser plus que moi, si une VF est disponible durant la campagne. Ça aussi ça pourrait être intéressant, puisque Matago était déjà sur le coup pour Black Orchestra, donc il y a quand même un petit espoir, on verra bien. En 5e position, Nippon Zaibatsu. Alors, ça nous vient de Nippon en fait, c'est une sorte de refonte assez profonde de Nippon, qui est un jeu qui était sorti en 2015, donc encore une fois, on va parler de édition anniversaire quasiment, un 10e anniversaire de Nippon, qui était sorti donc en 2015, qui a eu un très bon score sur BGG, 7.6, c'est quand même très bon, surtout à l'époque où il n'y avait pas encore tellement de financement participatif, etc. Donc 7.6, plutôt très bon, avec 5000 notes qui plus est. Un jeu assez complexe, comme vous le voyez, un 3,7 sur BGG, on est quand même sur du bon jeu expert. Et donc, Nippon Zaibatsu, c'est la nouvelle version de Nippon, avec une refonte visuelle bien sûr, mais aussi une refonte mécanique avec des petits points différents, et on voit que, bon, pour l'instant il n'y a pas de joueurs qui ont évalué le jeu en termes de complexité, mais l'éditeur lui-même avance un 4.0 sur 5, donc un bon jeu bien expert, peut-être potentiellement un peu plus complexe que son prédécesseur, alors qu'on reste sur des parties de 60 à 120 minutes. J'imagine que ça dépend du nombre de joueurs autour de la table, 1 à 4 en l'occurrence, donc avec un mode solo qui plus est. Donc on reste sur l'équipe d'origine avec donc Nuno Bizzarro, Sentiero et Paolo Soledade.
mais sauf que cette fois-ci c'est Crowdy Games, donc l'éditeur américain, enfin russo-américain aux manettes, russe, mais ils habitent aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça que je dis les deux. Et donc, c'est un jeu de majorité, on va dire, de contrôle de majorité, parce qu'on va essayer d'établir son marché, on va investir sur des nouvelles industries, on va construire des usines, on va aussi construire des chemins de fer pour mieux, comment dirais-je, pas aménager, mais... j'ai perdu mon verbe, dis donc, j'en perds mon français. En même temps, vous le savez, hein, j'ai mon petit syndrome Jean-Claude Van Damme qui sévit à peu près à chaque vidéo, à un moment ou à un autre. Donc c'est pour acheminer, voilà, tout simplement, acheminer, chemin, acheminer, voilà. Pour acheminer justement tout ce qu'on aura réussi à produire, réussir à compléter des contrats pour gagner de la tunasse et mieux se développer, etc., etc. La page de pré-campagne est déjà disponible sur Kickstarter avec pour l'instant 1706 abonnés. Pour ceux qui l'auraient éventuellement oublié, Crowdy Games, donc cet éditeur russo-américain, il est derrière certains des projets les plus intéressants de ces dernières années, pas forcément les plus couronnés de succès, mais les plus intéressants. On y retrouve par exemple City of the Great Machine, que j'aimerais beaucoup tester. Il a d'ailleurs la réputation d'avoir un super bon solo, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. Il y a aussi Deep State, que j'ai découvert trop tard en fait. Je suis arrivé un poil trop tard dans le crowdfunding. 2020, c'était les débuts de la chaîne, c'était presque les débuts du menu crowdfunding. J'avais assisté à la fin de la campagne, je crois, mais j'avais pas backé parce que bon, j'étais encore tout bébé dans Kickstarter et bon, j'avais pas osé. Alors qu'en fait, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, Deep State. Donc si un jour je peux mettre la main dessus, je le ferai avec grand plaisir. Mais City of the Great Machine, je l'ai vu passer plusieurs fois en occasion au Japon, sauf que ça coûtait un bras, genre l'équivalent de plus de 100 euros, quoi, 120, 130 euros, quelque chose comme ça. En route avait fait moins parler de lui par contre, et puis Fabled, il était un peu particulier. On avait couvert le projet à l'époque sur le menu crowdfunding, j'étais pas hyper convaincu, même si c'était assez original. La proposition originale, c'est déjà un point positif certes, mais ça suffit pas à en faire un projet que je vais backer bien évidemment. Là par contre, Nippon Zaibatsu, il a déjà un pedigree derrière lui, il a déjà une certaine réputation de jeu de qualité, qui plus est dans une catégorie qui nous plaît bien en général, avec en plus de ça une thématique qui bien évidemment nous parle, parce que nous on vit au Japon, donc bien sûr ça nous parle. J'ai fait une demande auprès de Crowdy Games pour avoir un proto, on verra bien, je suis un peu en contact avec eux pour le boulot, donc au moins ça facilite un petit peu le processus, mais je sais pas du tout si je pourrais mettre la main sur un proto. Si c'est le cas, on sera ravis. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on s'intéressera quand même au projet, qui va être assez cool, avec un beau matos, des plateaux double épaisseur, etc. Est-ce qu'on aura un petit peu de deluxification au niveau des nipples, au moins un petit peu de screen print par exemple, on peut au moins l'espérer, mais en tout cas le projet est super intéressant. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner sur Kickstarter, sachant que vous avez déjà sur la page de Crowdy Games sur YouTube une petite vidéo de teaser pour voir un petit peu ce dont il retourne. Voilà donc pour Nippon Zaibatsu. Pour celui-ci, vous n'aurez pas beaucoup à attendre puisque Foxpow, le prochain projet sur la liste, le 4e, hein, juste avant le podium, la position que tout le monde déteste, bien évidemment, il arrive dans 2 jours au moment où je m'enregistre, donc certainement demain, au moment où la vidéo sera publiée sur YouTube. Donc encore 2 jours à attendre avant d'en savoir plus sur Foxpow, qui très clairement, et je l'avais très brièvement abordé dans la vidéo qu'on a faite avec Nyx tout récemment sur sa chaîne à lui pour le coup, Foxpow, clairement, c'est Harry Potter sans la licence. Donc ça fait un peu Harry Potter Wish, c'est pas faux, mais il a quand même vraiment un petit peu de charme, et au-delà de ça, c'est le nouveau projet de Godo Games. Godo Games qui est un éditeur allemand, et pour le coup, éditeur allemand qui fait des efforts au niveau de la direction artistique. C'est pas moche. Bon, c'est un running gag qui commence à se faire un petit peu vieux. Mais Godo Games, vous les connaissez pour, par exemple, Among Cultists, qu'ils avaient sorti sur Kickstarter, qui avait fait un très beau résultat d'ailleurs, même si on n'en a pas beaucoup parlé. On l'a reçu, on n'a pas encore eu la chance de le tester. On l'a reçu de la part de l'éditeur, hein, donc gratuitement pour le coup. Il faudra qu'on le teste assez rapidement pour... mais le truc c'est que c'est un jeu qui se joue quoi, de 3 à 6 joueurs, quelque chose comme ça. On n'a pas forcément beaucoup... 4 à 8, ouf, on n'a pas beaucoup d'occasion de réunir autant de personnes, donc c'est un petit peu chiant pour nous. Mais bon, un jeu qui a fait un beau succès sur Kickstarter. Ils avaient aussi publié Galactic Heroes apparemment, mais ça je connais pas du tout pour le coup. Human Punishment, je connais de nom, mais ça n'a pas une super note. Among Cultists un peu plus quand même pour le coup.
à voir, il faudra le tester rapidement. Et du coup, on en revient à Foxpaw, leur nouveau projet, donc vraiment Harry Potter, dans le sens où vous allez incarner des étudiants en école de magie. Il y aurait 4 écoles, hein, donc encore une fois, l'inspiration est assez évidente, même si c'est pas les mêmes logos, c'est pas les mêmes animaux totems, mais bon, on retrouve quand même vraiment l'univers Harry Potter sans les personnages. On voit les personnages qui sont sur des balais magiques, du combat de magie, des petits animaux magiques eux aussi, etc. Bon, vraiment, ça semble assez évident. Le matos, ça a l'air d'être assez clean. On voit du plateau double épaisseur, on voit un joli petit plateau. Bon, c'est pas parlant forcément pour l'instant, mais on va aller voir un petit peu la page de campagne qui nous apprend un petit peu plus. Sachant d'ailleurs que le mécanisme au centre de Foxpaw, c'est un des mécanismes que je préfère, si ce n'est celui que je préfère d'ailleurs, c'est possible, hein. Je pense que c'est le cas, à savoir le placement d'ouvriers et donc la gestion de ressources qui va souvent de pair avec bien sûr des pouvoirs magiques qui, par définition, vont casser un petit peu les règles du jeu. Et ça, c'est tout ce que j'aime aussi dans les jeux, au-delà du placement d'ouvriers, c'est d'avoir des compétences particulières qu'on va soit avoir d'entrée de jeu par asymétrie, soit obtenir au cours de la partie via différentes choses, comme par exemple apprendre des sorts pendant un cours, par exemple, qui vont aller casser un petit peu les règles du jeu. Ça, j'aime beaucoup, en général. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la page de la campagne, elle est actuellement sur GameFound, comme vous l'avez déjà aperçu tout à l'heure. Dans 2 jours et 1h57 se lancera la campagne donc de Foxpaw. C'est donc pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes la partie. Il y a de la symétrie, placement d'ouvriers et donc la gestion de ressources qui va souvent de pair, et il y aura aussi un petit solo, donc ça aussi, ça fait plaisir. Par contre, petit point d'interrogation sur la déduction, j'ai pas checké suffisamment en profondeur, mais comment ça marcherait, placement d'ouvriers, gestion de ressources avec la déduction, est-ce que c'est genre un paravent qui cache des ressources sur ce jeu-là? Je pense pas, mais j'ai pas checké suffisamment en détail. Moi je me suis arrêté à gestion de ressources, placement d'ouvriers, Harry Potter, forcément, générationnellement, ça me parle pas mal, d'autant que mon partenaire principal de jeu de société ressemble à Harry Potter, sauf qu'il a presque 50 ans. Voilà, petit tacle gratuit au niveau de la carotide. Et donc voilà, Foxpaw, je l'attends quand même avec pas mal d'impatience, d'autant plus que comme pour Among Cultists, il y a le petit drapeau français qui fait plaisir. Là aussi, c'est quelque chose qui devrait du coup intéresser encore plus de personnes, j'imagine. Là, ce qu'on met en avant, c'est plutôt le placement d'ouvriers, le resource management et le prisoner's dilemma, par contre, qui est un mécanisme que je connais mal, ou que je connais quasiment pas. Donc on va aller checker, parce qu'il est mentionné sur BGG aussi. Alors, chaque joueur a un choix entre coopérer ou trahir. Ok. Le gain est maximisé si tous les joueurs coopèrent, mais si l'un d'entre eux trahit le reste de l'équipe et que les autres coopèrent, alors celui qui a trahi gagnera plus de points individuellement. Ok. Bon, c'est un mécanisme qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, mais effectivement, il y a moyen que ce soit assez pernicieux et assez intéressant, surtout dans un jeu de placement d'ouvriers. J'ai pas trop l'habitude de voir ce genre de mécanisme en plus. Donc ouais, je suis assez curieux pour le coup. On a aussi l'extension Lost Roots qui sera disponible durant la campagne. Peut-être que ça viendra ajouter d'autres maisons, d'autres... Comment dirais-je ouais, ça s'appelait des maisons, Harry Potter, je crois bien. Ouais, c'est ça. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, le thème a l'air d'être hyper présent dans Foxpaw, et ça fait plaisir également. Le matos a l'air d'être de qualité, la thématique me parle bien, c'est du placement d'ouvriers avec de la gestion de ressources, et en plus de ça, ça arrive très prochainement sur GameFound, ce qui peut-être fait monter un petit peu plus la hype chez moi que nécessaire en réalité. Peut-être que s'il était annoncé pour juin, je l'aurais mis plus bas dans mon classement, mais là j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur GameFound, sachant que malgré Godot Games, qui est donc une réputation, comment dirais-je, c'est un éditeur connu, mais pas non plus si connu que ça, et malgré ça, on voit quand même qu'il y a déjà plus de 12 000 abonnés à la page de pré-campagne de Foxpaw, donc j'imagine que l'univers Harry Potter-esque parle à beaucoup de gens, et que la référence est vraiment évidente, et que du coup ça intéresse quand même pas mal de monde. Donc ouais, à voir, à suivre avec attention dans 2 jours, Foxpaw. On arrive maintenant sur le podium avec la 3e position, et vous l'avez vu, hein, juste en petite introduction, avec le point d'interrogation. On sait pas en réalité, on sait même pas s'il sortira en 2025, donc oui, je sais, tout à l'heure j'ai fait une pré-introduction en mentionnant quelques jeux dont on ignorait
vraiment s'il sortirait sur les plateformes de financement participatif en 2025, telles que Diablo par exemple, celui-là aurait pu ou dû en faire partie. Mais voilà, c'est Mindclash Games. Et Mindclash Games, chez nous, c'est un peu l'amour fou, quoi. On aime énormément Anachronie, on aime beaucoup Trickerion. Xavier est encore plus fan de l'éditeur que moi-même, donc forcément, quand on nous parle de Mindclash Games, il y a quelque chose qui nous attire indubitablement, et on peut pas résister à un projet de Mindclash Games. Bon, si, j'ai résisté à leurs 2 derniers projets. Parce que honnêtement, comment ça s'appelait déjà Revenant, il avait l'air d'être très très cool, mais je sais que Xavier est plus intéressé que moi par celui-ci, donc j'ai pas besoin de le backer. En réalité, je pense que lui l'a fait. Je pense, j'ai pas la certitude. On verra ça dans notre vidéo sur les bacs de l'année dernière avec Nyx, qu'on fera dans les quelques semaines prochaines, j'imagine. J'ai pas backé Voidfall parce que la thématique me parlait pas, mais en général, je sais que sur ce qui est du gameplay, bon, Mindclash, il n'y a pas beaucoup de risques en général, c'est quand même très très bon. Et du coup, de quel projet je vais vous parler? D'un projet, encore une fois, dont j'ignore s'il sortira véritablement en 2025. Pourquoi? Parce que là, on voit sur leur site, mindclashgames.com, What we're working on, donc sur quoi est-on en train de travailler. Bon, c'est un article qui date de février 2024, donc il y a presque 1 an de ça. Mais il n'y a pas tellement de nouvelles depuis, donc à suivre. Ils étaient à l'époque en train de travailler sur Jump, qui est dans l'univers de Voidfall, donc je pense que c'est du coup Revenant, d'autant plus que la description du jeu colle plutôt bien à Revenant, donc je pense que c'est ça. La campagne est donc terminée. Ils bossent aussi sur une extension de Voidfall avec potentiellement une campagne premier semestre 2025. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Il nous parle aussi de Blaze, qui pour le coup, lui, sortira directement en boutique, un peu comme Ironwood. Peut-être qu'il sortira en pré-commande sur GameFound, comme c'était le cas pour Ironwood. C'était pas une campagne de financement, c'était une campagne de précommande en réalité. Et donc Blaze, bon, tout titre temporaire, apparemment ce sera la même chose. En revanche, il nous parle également de Whisper, qui est également un titre temporaire, pas définitif, qui lui par contre aura droit à une campagne, mais on ne sait pas encore quand. Donc je croise les doigts de pied, ouais, c'est à ce point là que j'espère, je croise les doigts et les orteils pour une sortie sur Kickstarter ou GameFound, plutôt GameFound j'imagine, sur le courant 2025 pour Whisper, ou tout autre titre qu'il aura le moment venu, parce qu'on est ici sur un jeu medium heavy, donc initié plus, / expert moins on va dire, euro, et ils nous disent ici qu'ils ont pour objectif un peu d'aller chercher quelque chose de vraiment nouveau, hein, break new ground. Donc bon, ça c'est assez prometteur, même si ça peut vouloir tout et rien dire bien évidemment, mais ça fait marcher un petit peu la hype bien évidemment, avec deux concepteurs dont ils sont sûrs des compétences on va dire. Bon, pour l'instant ils n'ont pas encore révélé le nom, mais c'est vrai que Whisper pour moi c'est peut-être le plus prometteur de la liste qu'on voit ici, parce que l'extension de Voidfall, je m'en fous un petit peu. Blaze à surveiller bien évidemment, mais ce sera pas une campagne de financement, donc bon, ça, on peut passer outre. Mais ouais, Whisper, j'ai hâte d'en savoir plus. Comme c'était en février 2024, on peut espérer que d'ici quelques semaines, on aura droit à un nouveau What We're Working On, mais pour 2025, avec peut-être un peu plus de détails concernant Whisper, en tout cas, je l'espère. Après ce numéro 3 un peu frustrant devant le manque d'informations qu'on avait concernant Whisper, on arrive au prochain, il s'agit de Colosseum Ave Titus, ou Ave Titus comme on devrait le dire j'imagine, en anglais. Alors ne vous fiez pas à la note ici, hein, le jeu n'est même pas encore sorti sur GameFound, parce que oui ce sera sur GameFound, donc le 6 n'a vraiment aucun intérêt, je sais pas qui est allé noter un 6 là, ouais, c'est un 4, ok, il y a un 8 et un 4, pourquoi? On ne sait pas, donc aucun intérêt de regarder la note ici bien évidemment, comme de toute façon quasiment tous les jeux qui ne sont pas encore sortis, ça semble assez évident. Et donc, Colosseum Ave Titus, nouveau projet de Fantasia Games, et vous savez que moi je suis assez fan des projets de Fantasia Games, principalement d'ailleurs Unconscious Minds, mais on peut aller checker rapidement. Ils avaient aussi proposé Sweet Mess, que j'avais trouvé très réussi, même si la thématique et la DA me parlent pas outre mesure. On avait fait une vidéo, Xavier et moi-même, sur le sujet il y a quelques mois de ça. Ils avaient fait aussi Endless Winter, qui est le jeu qui les avait vraiment fait connaître.
Et donc, bon, Dreamworld c'était juste un petit mini-jeu qui allait de pair avec Unconscious Mind, mais ça on le mentionne à peine. Et donc il nous faut une campagne pour Colosseum, donc une nouvelle version de Colosseum pour le coup, et Colosseum Avitators pour le coup. Et d'ailleurs c'est celui-ci que j'ai sélectionné parce que Colosseum, donc la refonte d'un jeu sorti en 2007, pour le coup, qui était l'œuvre de Wolfgang Kramer et de Markus Lübke. Wolfgang Kramer est assez connu pour le coup. Il est classé quand même 651 sur BGG, ce qui est pas rien, avec une note de 7.2, mais bon, 7.2 en 2007, quand il n'y avait pas encore de crowdfunding, etc. Les notes sont généralement un peu plus basses, même si les jeux sont pas forcément moins bons pour autant. Bon, le matos c'était aussi plus cheap, bien évidemment, en plus c'est un jeu allemand, bon bref. Mais c'était Days of Wonder, peut-être, donc c'était peut-être pas un jeu allemand, enfin c'était un jeu allemand au niveau de l'auteur, mais pour l'édition, je sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, 7.2, donc plutôt une bonne note pour l'époque, et un jeu qui a donc déjà 18 ans, et donc il aura droit à une refonte, cette fois-ci avec Demico, pour ce qui est de la DA, et vous savez que Xavier et moi-même, on est un petit peu allergiques aux artworks de The Miko, même si là, pour la couverture, là, ici, ça va, mais dès que je vois un personnage, là... Non, j'arrive pas. Vraiment, Demico, moi, c'est les personnages qui me dérangent. Les décors, vraiment, ça va. Même les corps, ça va en réalité, mais juste les personnages sont tous moches, quoi, je trouve. Et c'est pas gênant en soi d'avoir des personnages moches, mais ils sont moches. Ils sont pas moches réalistes, ils sont juste moches, quoi. Et ça me... Je sais pas, je trouve pas ça charismatique, pour le coup. Et donc, ça, c'est une nouvelle refonte de Colosseum, mais moi ce qui m'intéresse plus c'est Colosseum Avitators parce que pour le coup on reste dans l'univers de Colosseum, mais déjà c'est pas Demico, c'est Yann O'Toole, donc claque graphique à venir. On a l'habitude de la beauté des projets portés par les pinceaux de Yann O'Toole, et puis surtout c'est pas une refonte, c'est un nouveau jeu mais dans l'univers de Colosseum, et on a déjà 11 500 abonnés à la page de pré-campagne de Colosseum et de Colosseum Avitators du côté de chez GameFound, avec ici deux jeux assez différents semble-t-il, même s'ils partagent un ADN assez évident au niveau de la thématique déjà. On est ici donc sur un jeu standalone, Colosseum Avitators, qui sera donc medium heavy, donc on est sur Initié Plus, plutôt expert à mon avis, assez thématique, même si pour le coup, vous le savez, la thématique, enfin vous le savez, non pas forcément pour ce coup-là, c'est pas un jeu sur l'espace, l'espace vous savez que c'est pas mon truc, mais bon, pour votre info, les gladiateurs, c'est pas forcément trop mon truc non plus, mais Fantasia Games en général, c'est quand même un gage de qualité. Il y a Yann O'Toole, au-delà de Wolfgang Kramer et de Markus Lübke qui ont bossé dessus, qui sont les auteurs de Colosseum, il y a aussi Johnny Pack qui est quand même en collaboration quasiment à chaque fois avec Fantasia Games. Il doit certainement avoir des parts, comme des actions de Fantasia Games, j'imagine, parce qu'ils bossent quasiment chacun de leurs projets, et c'est un auteur qui généralement fait plutôt des jeux populaires en général, puisqu'on va voir ici un peu les jeux les plus populaires de Johnny Pack. Il y a Unconscious Mind bien sûr, il y a aussi Merchant's Cove qui a plutôt une bonne réception, il y a Coloma qui a plutôt une bonne réception également, Sierra West, donc quand même un auteur assez renommé, assez reconnu. Et donc voilà, Colosseum, ce sera un jeu de placement d'ouvriers avec apparemment des ouvriers spécialisés, donc potentiellement avec des compétences un petit peu différentes les uns des autres. Il y aura du set collection, il y aura des contrats à espérer remplir par exemple. Bref, tout ça a l'air d'être assez intéressant. Et moi de toute façon, vous savez, vous mentionnez Fantasia Games, généralement ça suffit à m'intéresser au plus haut point. Donc on verra bien, la sortie n'est pas encore précisée pour ce qui est la date de lancement en tout cas de la campagne, mais j'imagine que ce sera plutôt aux alentours d'avril-mai, peut-être un peu plus tard encore. Là pour le coup on devrait avoir un prototype pour Avitators, on verra bien, mais je l'attends de pied ferme. Mais alors quel jeu se hisse à la première place de ce top des jeux que j'attends le plus sur Kickstarter, GameFound, BackerKit ou que sais-je encore pour cette année 2025, en tout cas pour cette première moitié d'année 2025. Eh bien, trêve de suspense, il s'agit de Canals of Windcrest, et c'est peut-être une surprise pour ceux qui ne suivent pas tellement la chaîne ou qui nous connaissent depuis très peu de temps, mais c'est certainement pas trop une surprise pour ceux qui nous suivent depuis assez longtemps maintenant, parce qu'en réalité, il s'agit du nouveau projet de First Fish Games, à qui l'on doit, je vous laisse réfléchir une seconde, Mistwind, bien évidemment, qui est certainement un de mes jeux favoris de 2024, qui est arrivé un petit peu tard, genre courant novembre, mais c'est un jeu qu'on avait couvert pour la chaîne
à l'époque de son financement participatif, soit en 2023 je crois, 2022-2023. Pour le coup, c'était l'éditeur qui nous avait contacté directement. C'était pas un jeu qu'on attendait spécialement, même si je l'avais surveillé du coin de l'œil pour le boulot et parce que la DA me semblait vraiment hyper charmante. Voilà, la couverture était hyper classe. Et bon, du coup, ça semblait intéressant. On a accepté la proposition de First Fish Games pour couvrir le jeu. On a reçu le proto, et même si on n'attendait pas grand chose, et ben du coup, on a été hyper agréablement surpris. Jeu vraiment hyper cool. On a reçu la version définitive, donc fin 2023. On l'a testé dans la foulée à 2 reprises depuis la réception, et vraiment, c'est génial. Et du coup, quand on nous propose un jeu dans le même univers que Mistwind, donc avec ces fameuses baleines volantes qui transportent du cargo de ville en ville, etc., avec une très belle DA qui plus est, un matos vraiment cool d'ailleurs pour Mistwind, bien déoxyfié, comme il faut, et ben forcément, quand on nous propose un nouveau jeu dans cet univers-là, on est de fait hyper intéressé, et c'est le cas pour Canals of Windcrest. Là aussi, normalement, on devrait avoir un proto, on est en discussion avec la représentante de First Fish Games, donc bon, on verra bien. Pour l'instant, 104 abonnés, la page de pré-campagne vient de se lancer il y a quelques jours, donc c'est normal. Mais ouais, un jeu que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, que ce Canals of Windcrest. C'est pour 1 à 4 joueurs, comme c'était le cas, non c'était 5, 1 à 5 joueurs je crois pour Mistwind. 75 à 120 minutes la partie, donc on va dire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Pour la partie, ça dépendra, j'imagine, du nombre de joueurs autour de la table. Le poids, la complexité du jeu n'est pas encore émise par l'éditeur. Mistwind, on était sur combien d'ailleurs pour Mistwind? Je tablerais sur un 3 environ, peut-être Mistwind 3.1, j'étais pas très loin. Un jeu avec des règles assez simples, très facile à prendre en main, mais avec des choix cornéliens. C'est finalement, avec le recul, au-delà des jeux vraiment purement experts, bien lourds, c'est peut-être ce genre de jeu-là que j'apprécie le plus au final. Donc les jeux au mécanisme relativement simple et accessible, mais qui offrent des choix qui, eux, sont hyper cornéliens, et c'est là que la complexité réside véritablement dans le jeu. C'est un petit peu la même chose pour Ostia, par exemple. On peut faire le teach, donc l'explication des règles de Ostia, en 10-15 minutes environ. Pour des joueurs un peu expérimentés, c'est assez facile à prendre en main en réalité. Mais ça n'en est pas moins un jeu hyper intéressant et qui fait fumer un peu les oreilles, parce que le cerveau dégouline un petit peu. Donc c'est un petit peu ce genre de jeu-là, Mistwind également. Donc je pense qu'on va certainement s'orienter vers quelque chose d'assez similaire pour Canals of Windcrest. En tout cas, j'imagine. On aura du placement d'ouvriers, on aura apparemment du marché, donc des cartes parmi lesquelles on pourra aller choisir, peut-être un peu drafter, mais si j'imagine qu'il faudra les payer, un petit peu comme c'était le cas dans Mistwind. On aura aussi du draft. Tout ça a l'air d'être assez intéressant, et moi de toute façon, à partir du moment où vous me parlez de Mistwind et de l'univers de Mistwind, forcément que ça m'intéressait, d'autant plus qu'il y a du placement ouvrier. La dernière fois, dans Mistwind, il y avait de la construction de routes et du pick-up and deliver, qui est un mécanisme que Xavier et moi-même, on n'avait pas beaucoup vu dans les jeux de société, parce qu'on n'a pas tout joué, tout simplement. Ça existe, on sait que ça existe, mais on n'en avait pas encore testé, nous, de notre côté. Et on était un petit peu sceptiques, et finalement c'était vraiment super cool, c'était très bien fait. Donc même si apparemment je crois qu'il y en aura un petit peu encore une fois, hein, parce qu'on va construire des ponts, on va construire des bâtiments, donc il y a certains points communs avec Mistwind. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de points communs avec Mistwind, que c'est pas une refonte de Mistwind un petit peu dissimulée sous un nouveau titre. En tout cas, je l'attends avec impatience, je crois que c'est la même équipe que pour Mistwind. Adam Eshku, c'est sûr. Gordon Oscar, je suis moins sûr, on va aller checker par curiosité. C'était Adam Eshku et Daryl Andrews, donc non, il y en a un des deux qui a changé. C'est plus Daryl Andrews, puisque maintenant c'est donc Gordon Oscar. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Allons checker par curiosité. Get Off My Land, je ne connais pas, enfin c'est l'éditeur, c'est le même éditeur, mais c'est tout, parce qu'il y avait une extension. Et donc Canals of Windcrest. Ok, donc assez jeune de toute façon, donc on verra bien ce que ça donne. Par contre, Adam Eshku, lui, est beaucoup plus connu, parce qu'au-delà de Mistwind, il avait aussi fait Sagrada, quand même, Sagrada Artisan, et puis d'autres jeux un peu moins connus, même si Dice Theme Park a aussi une assez bonne réputation. Voilà donc pour ce top 1 des jeux que j'attends le plus sur Kickstarter et GameFound pour l'année à venir, enfin pour l'année à venir, l'année qui vient de commencer en réalité.
ou en tout cas, pour être plus exact, certainement pour les 6 premiers mois de 2025, et il y aura une nouvelle vidéo similaire pour la fin de l'année 2025, courant juillet-août, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien sûr intéressé et plu. Dites-moi en commentaire lesquels des jeux que vous avez entreaperçus, ou même d'autres jeux que j'ai pas mentionnés parce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les infos, il y a certainement des jeux à côté desquels je suis passé. Eh bien, dites-moi en commentaire lesquels vous intéressent le plus, qu'ils soient dans la liste ou pas. Vous trouverez les liens BGG et Kickstarter ou GameFund, des pages de pré-campagne, dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous y abonner vous-même pour éviter de rater le lancement des jeux en question, même si, vous le savez de toute façon, on couvrira les jeux en question, que ce soit dans le menu crowdfunding, ça c'est sûr et certain, comme chaque semaine, ou quasiment chaque semaine, et peut-être même pour certains d'entre eux, via un prototype, on croise les doigts, on verra bien ce que ça donne. Voilà du coup, merci encore de m'avoir suivi dans cette longue vidéo, j'en suis à quoi, une heure et demie quasiment, un petit peu moins, j'espère un petit peu moins quand même, on verra bien. Avec le montage, peut-être un petit peu moins quand même. Du coup, on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores pour le premier menu crowdfunding de l'année. Ce sera pour le dimanche 12. Le dimanche 12 janvier, retour du menu crowdfunding. Et puis, on va aussi faire un petit patron l'addition. On va aussi bientôt faire une émission avec Nyx chez nous. Si vous avez fini le montage, on a aussi une autre vidéo, comme on en avait fait récemment, une avec Nyx et Zeugma. Cette fois-ci, ce sera encore Nyx, mais un autre invité surprise sur un thème radicalement différent. Ce ne sera pas du tout le jeu solo, mais je vous laisse la surprise. Donc, on aura pas mal de vidéos qui arriveront dans les semaines à venir. Du coup, d'ici là, bien sûr, continuez à jouer autant que possible. Bien sûr, jouez bien, profitez bien de la vie. Faites bien attention à vous et à votre famille, la santé ça reste le plus important. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!